Bonjour à tous. Vous êtes bien dans la salle 3, la salle sur l'atelier prioriser ces choix de renouvellement dans un contexte budgétaire contraint. Quelle solution? Je me présente, je suis Anne Pedron-Moinard. Donc, j'animerai cet atelier. Je suis membre de l'équipe monréseaudo.fr. J'animerai cet atelier donc autour de la gestion patrimoniale. C'est la thématique que nous avons choisi d'évoquer ce matin avec Von Roll. Et donc, nous avons ce matin avec nous Alain Ciozard, qui est le PDG de Von Roll Hydro. Donc, bonjour Alain. Et Bonjour puis Anne. aussi deux retours d'expérience, deux témoignages de deux collectivités, donc collectivité ou régie des eaux. Laurent Cluzel, qui est donc responsable eau et assainissement de la ville de Die, de Die d'ailleurs, c'est là où on fait la clairette, pour ceux qui voient à quoi ça ressemble. Et puis Fabien Jeanfreux, de la régie des eaux gessiennes, donc du pays de Gex. Donc là encore plutôt dans l'Est, enfin dans le sud-est de la France. La thématique qu'on a choisi d'évoquer ce matin, c'est la question de savoir comment on peut conduire une gestion de patrimoine efficace dans une collectivité. Le président Emmanuel Macron l'a encore rappelé lors de la remise du rapport de la Convention citoyenne sur le climat, en disant que le renouvellement des réseaux d'eau était un enjeu important de la transition écologique, avec l'objectif de zéro fuite d'eau, puisque l'eau est une ressource rare qu'il faut préserver. Mais la question, c'est comment on fait ce renouvellement alors que les choix budgétaires sont contraints, que les collectivités ont des choix d'investissement à faire dans différents domaines et que les réseaux d'eau ne sont pas toujours prioritaires. Et donc, est-ce qu'il faut privilégier du linéaire? Donc, on renouvelle tout au risque de remplacer des éléments qui ne seraient pas forcément nécessaires de remplacer, mais un choix finalement de renouvellement par phase, ou alors est-ce qu'on remplace au cas par cas? Et puis, comment on le mène, ce renouvellement? C'est ces questions-là qu'on avait envie de poser, d'autant plus que le contexte budgétaire contraint, on se doute qu'il va continuer d'exister au vu des engagements budgétaires sur la crise économique créée par la crise sanitaire. Voilà. Donc comment on peut conduire une gestion de patrimoine efficace dans ce contexte? C'est ce dont on avait envie de parler avec Alain Ciozard. Alain, je voulais commencer par une première question peut-être assez large. Vous avez voilà, une certaine expertise et expérience maintenant de la conduite de la gestion de patrimoine avec différentes collectivités à différentes échelles, dans différents territoires. Et d'abord, je voudrais vous demander, selon vous, pourquoi depuis si longtemps on a sous-investi dans les réseaux d'eau? Qu'est-ce qui explique ce sous-investissement de là où vous êtes, de votre fenêtre? Qu'est-ce qui explique ce sous-investissement dans les réseaux d'eau? Alors, vous m'entendez bien? Très bien. Bon, parfait. Alors, je ne suis pas sûr qu'on a depuis très longtemps sous-investi. Je pense que le développement des réseaux d'eau potable en France a commencé le début du siècle dernier et il y a eu d'énormes investissements. Apporter de l'eau chez le particulier, il y a un enjeu évidemment social, économique et écologique. Et le premier était, dans le début du siècle dernier, social. C'est-à-dire qu'il fallait amener effectivement de l'eau partout. On est quand même parti de loin, puisqu'au début des années, au début du siècle dernier, il y avait très peu de réseaux. On a quasiment fait le réseau qui existe aujourd'hui, avec pratiquement 1 million de kilomètres. Hein, c'est énorme, en l'espace de 50-60 ans. Donc il y a eu quand même énormément d'argent consacré à ça. Je pense que le temps de la construction étant terminé, on est dans un autre temps, et avec aussi aujourd'hui toutes ces notions que peut-être on n'a pas eues pendant la construction, maintenant, de développement durable, de protection de la ressource, qui n'était pas tellement, de préservation de la ressource, qui n'était pas forcément quelque chose qui était vraiment dans l'esprit des gens qui ont construit le réseau dans un premier temps. L'enjeu, il était social. Donc il y a eu beaucoup d'argent consacré. Il y a eu pendant 50-60 ans
un peu dans tous les pays d'Europe d'ailleurs, hein, occidentale, des 10 à 15, 20 000 kilomètres par an qui ont été construits. Donc, les collectivités, à cette époque-là, l'enjeu, c'était vraiment d'apporter l'eau à tout le monde. Donc, il y avait pas forcément la notion de pérennité encore de ce réseau-là. L'urgence, c'était d'amener de l'eau. On s'aperçoit qu'arrivé aux années 80, on est passé de 30% à peu près, 20, 27, 30% au début du siècle dernier, jusqu'à 80% pour alimenter toute la population. Et là, il y a un patrimoine qui est livré. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en France, peut-être il y a un diaporama et je sais qu'il y a une carte avec des notions Je le de fuite partage. d'eau, etc. J'ai l'impression que chaque pays européen n'a pas réagi ou ne s'est pas arrêté de la même manière. À un moment donné, on est arrivé avec un réseau dans les années 80, à peu près partout en Europe. À ce moment-là, les choix stratégiques dans chaque pays ont été un peu différents. Et j'ai l'impression qu'en France, et c'est tout le sujet, et c'est peut-être aussi la difficulté, nos élus qui ont porté les politiques eh bien, sont restés un peu, fait penser un peu une sortie d'autoroute où on continue à rouler vite. C'est-à-dire qu'en fin de compte, sans faire trop attention à la qualité des produits et en ayant comme le seul objectif d'acheter le moins cher possible. Et donc forcément, ça a entraîné un état de réseau un peu différent selon les pays. C'est surtout ça. Et donc l'approche qu'on peut avoir aujourd'hui, puisque une fois qu'on a fait ce constat-là, c'est comment on va prioriser, comment on va sensibiliser aujourd'hui les élus sur le fait qu'il faut changer un petit peu de méthodologie parce que les élus d'aujourd'hui héritent d'un patrimoine. Il ne s'agit pas de faire le procès des élus d'hier, hein, bien évidemment, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais il est peut-être temps pour nous, industriels, européens, français. Tout à l'heure, j'étais dans l'atelier fabriqué français, je me sens totalement solidaire de Ramu qui exprimait un certain nombre de valeurs. On y reviendra peut-être. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, il faut accompagner les élus d'aujourd'hui et leur expliquer que le temps a changé et qu'ils ont un patrimoine et qu'il va falloir faire des choix pour le transmettre. Et là, on entre dans des notions aussi de développement durable. Je fais partie d'une génération où au départ de ma carrière professionnelle, quand on parlait de développement durable, hein, dans les années 80, même début des 90, quelquefois on nous souriait au nez en disant oui, bon, pourvu que ce que j'achète tienne jusqu'à mon départ en retraite. Le développement durable de certaines personnes, c'était le départ à la retraite, hein, ou pour certains élus, la réélection. Donc là, l'enjeu, il est là en finalité. Alors, alors je pense qu'il y a des questions qui vont venir, mais on peut soit culpabiliser les gens, pardon, soit essayer d'inciter le législateur avec des lois. Alors, ça évolue, il y a des codes du marché public qui évoluent, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que, un peu comme Ramu tout à l'heure, c'est que les labels, les lois, c'est une chose, mais moi je suis plus pour éveiller les consciences et ça sera davantage porteur, la pédagogie, d'expliquer qu'il va falloir transmettre et qu'il va falloir, à budget constant, alors on va peut-être en parler, voir si on peut quand même peut-être un peu le faire évoluer, faire les bons choix qualitatifs. Et que c'est possible, Alors, y compris avec des budgets qui sont ce qu'ils sont. Justement, pour revenir là-dessus, comment on peut innover ou en tout cas, quelles pistes on peut voir sur le renouvellement des réseaux à partir de ce constat que le développement durable n'a pas été une préoccupation pendant un certain temps, que le choix a parfois été fait de dire pas après moi le déluge, ce serait beaucoup trop caricatural, mais en tout cas d'avoir une vision plutôt d'équipement que de pérennité ou d'avoir une vision de prospective et de structuration sur la longue durée avec une réflexion sur on renouvelle cette partie, puis ensuite cette partie et on prend en compte l'ensemble des enjeux que vous listiez au début qui sont très intéressants, à savoir sociaux, économiques, écologiques. Aujourd'hui, quelle piste d'avancée ou quelle piste d'évolution du secteur justement de la gestion patrimoniale vous voyez émerger et comment on peut innover justement pour permettre de renouveler à bon escient de la façon la plus efficace possible en tenant compte de ces trois enjeux, donc sociaux, écologiques et économiques.
Je pense que tout à l'heure, Francis Bertrand a expliqué qu'il fallait consommer plus intelligent et que je pense que c'est ça et qu'il ne s'agissait pas forcément, un réseau d'eau, ce n'est pas une centrale nucléaire non plus, donc il ne s'agit pas forcément de faire des choses extraordinaires, mais un peu de bon sens, un peu de gestion, un peu de gestion patrimoniale. Il y a quand même, alors ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs, c'est que depuis maintenant, alors c'est assez récent en fin de compte, hein, 5, 6 ans, 10 ans grand maximum, on voit des gestionnaires patrimoniaux dans les collectivités, ce qui est dans le domaine de l'eau, qui n'était pas forcément, à part dans des très grosses collectivités, mais dans des moyennes collectivités, ça n'existait pas, ces postes-là, cette notion-là d'héritage, de patrimoine. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une prise de conscience de ce patrimoine et qu'il va falloir le gérer. On sait qu'alors les leviers, ils sont simples, hein. Il y a le prix de l'eau. Il faut quand même savoir que tous ceux qui sont ici savent qu'effectivement, l'eau est financée par sa facture. Je pense que déjà là, il y a des habitudes, et ça c'est lié à, c'est culturel. Il y a aussi des différences au niveau européen, nord de l'Europe, sud de l'Europe, etc. Il y a, en France en particulier, à partir des années 70-80, quand le réseau a commencé à être finalisé, le prix de l'eau est devenu un enjeu électoral. Il ne s'agissait plus d'amener l'eau, mais cette fois-ci de gérer un petit peu ce prix d'eau. Et on a eu plutôt tendance à vouloir démontrer qu'on pouvait faire un prix d'eau moins cher que la collectivité d'à côté et que c'était une performance. Je pense que là, on s'est un peu trompé. Alors, il s'agit encore une fois pas de faire le procès, hein. C'est lié à des contextes historiques qui sont importants, hein. Mais c'est facile de juger après, mais en vérité, il y a quand même un enjeu incroyable sur la capacité que les collectivités vont avoir de faire de la qualité et du durable aujourd'hui pour ce patrimoine. Juste un exemple, il y a le prix de l'eau en France en moyenne est mètre cube aux alentours de 3,50 €, je crois, de tête. On est très en dessous de beaucoup d'autres pays équivalents, voisins, où on est plus près de 5 € et plus. Bon, ça, c'est déjà se priver aussi d'une possibilité. Si on part, et sans que ça soit socialement insupportable de mon point de vue, hein. Quand on voit qu'un foyer moyen consomme à peu près 140 mètres cubes par an, allez, à une hausse de quelques centimes, soyons fous, 50 centimes de plus, ça représente par foyer 60 €. C'est 3 paquets de clopes ou une tarte à la crème dans l'année, quoi. Donc, est-ce que pour le prix d'une tarte à la crème, on ne peut pas, et avec ça, on récupère, alors si on part sur la consommation, je crois qu'on est à plus de 5 milliards 5 de consommation, enfin, à 50 centimes, on dégage déjà 2 milliards 5. C'est une possibilité. Elle sera très compliquée parce que ce n'est pas porteur et il faut beaucoup de courage politique. Les autres leviers, ben, du coup, et là, c'est nous qu'industriels européens, on doit appuyer dessus plus que s'appuyer sur des lois qui, de toute façon, quand je vois que certains industriels s'appuient uniquement sur des lois pour faire acheter du français, par exemple, etc., je pense que c'est se tromper parce qu'en finalité, les industriels, beaucoup arriveront toujours, on en parlait tout à l'heure des labellisations, à contourner les systèmes. Et donc, il vaut mieux que les gens aient envie d'acheter des produits fabriqués par des industriels qui respectent un certain nombre de valeurs environnementales, sociales et écologiques, enfin économiques, que d'essayer de s'appuyer sur des lois qui seront peu ou prou contournées. Donc, on a ce rôle-là et le positionnement que nous, on a choisi, c'est d'avoir une exigence. Alors, chez Vandroll Hydro, on appelle ça le zéro water loss, hein, zéro perte d'eau. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est de sensibiliser pour dire, bon voilà, on ne peut plus accepter aujourd'hui de perdre de l'eau comme si c'était une fatalité. 1,3 milliard de mètres cubes perdus par an, c'est juste énorme. Et là, il y a des possibilités de récupérer effectivement des moyens pour faire de la qualité. Donc il y a à la fois acheter mieux, réparer mieux. J'ai lu il n'y a pas très longtemps encore un article sur LinkedIn où on était passé dans une culture très française pour le coup du consommable, de produits de réparation qui c'est de la réparation, ça ne doit pas coûter cher et ça ne doit pas être durable, ça devrait être temporaire ou éphémère. C'est un problème. On est arrivé très très loin dans le jetable en fin de compte, et c'est particulier quand même au sud de l'Europe.
Donc, je pense qu'il faut, et c'est notre travail, les industriels qui veulent défendre un certain nombre de valeurs, plutôt que de chercher à contourner et à labelliser et aller faire des tours de passe-passe pour faire croire que notre produit est fabriqué en Europe ou en France. Je pense qu'il y a à faire prendre conscience aux collectivités. Alors, souvent, ça en fait un métier un peu compliqué parce qu'en vérité, celui qui va nous acheter le produit n'est pas celui qui va l'utiliser en fin de compte, puisque vous savez que c'est des marchés publics et que c'est compliqué. On est obligé, et vous allez voir que notre démarche c'est celle-là, de s'adresser à la collectivité, mais elle ne va pas nous l'acheter puisqu'elle passe un marché à une entreprise privée de travaux publics, canalisateur, et qui va faire l'intermédiaire. Et donc, il va falloir travailler sur le niveau d'exigence du cahier des charges. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle communément la prescription. Et je crois beaucoup plus à ça que l'outil législatif. Donc, alors, je ne sais pas si vous voulez que je continue sur le positionnement, mais… J'allais vous poser la question, justement, du coup, à partir de ce panorama clair et hyper intéressant, justement, des différents leviers pour améliorer sa gestion patrimoniale, j'avais envie de demander, vous, à Bonrol, vous avez, à partir de ce panorama-là, où vous avez analysé un peu l'ensemble du paysage, quel choix quels sont enfin voilà, et comment allez-vous justement à la rencontre des collectivités, avec quel type d'argument, enfin pour vous, enfin c'est pas d'ailleurs quel type d'argument, mais plutôt pour vous, qu'est-ce qui vous semble essentiel qu'une collectivité prenne en compte, et donc sur quel élément vous êtes-vous plutôt positionné, et comment, quel est votre terrain d'expertise là-dessus? Alors, on a une chance en France, c'est qu'on a un niveau d'expertise très élevé dans le monde, grâce justement à tout ce qui s'est passé, à la construction de ce réseau, à l'organisation de notre marché aussi, qui est un peu unique dans le monde. On a des entreprises avec un niveau d'expertise très important. On a un savoir-faire français qui est reconnu et qui est d'ailleurs utilisé dans le monde entier. On a des entreprises de travaux publics, des canalisateurs qui sont exceptionnels. Et c'est là-dessus qu'il va falloir en fait travailler, parce que tout le monde a envie en finalité de faire de la qualité. C'est vrai pour toute la filière, et la paupérisation de cette filière est un vrai problème pour tout le monde. Donc c'est éveiller les consciences à plusieurs niveaux. Au niveau des élus, bien évidemment, même s'ils sont difficilement accessibles, parce que souvent ils préfèrent nous renvoyer à leurs techniciens, mais en finalité c'est quand même eux qui signent en bas à droite, donc vous voyez toute la difficulté. Donc c'est pour ça que ce type de prise de parole est important, parce que c'est aussi où les salons, de prendre la parole avec les élus qui souvent ne veulent pas rentrer dans la technique, mais en même temps, c'est quand même eux qui décident financièrement. C'est aussi expliquer aux entreprises, les canalisateurs notamment, les entreprises de travaux publics. Alors beaucoup le comprennent, hein, qu'élever le débat technique, c'est valoriser leur travail. Eux-mêmes sont dans une compétition effrénée où si le cahier des charges n'est pas suffisamment élevé sur la manière de réaliser le chantier, parce qu'une conduite ou un robinet, c'est jamais qu'un élément, et le chantier est important, et l'environnement de la conduite est important. La manière dont le chantier va être suivi, réalisé est important. Et là aussi, si dans le cahier des charges, on ne trouve pas suffisamment d'éléments pour juger l'aspect technique, eh bien, le meilleur canalisateur va se retrouver avec tous les moyens qu'il aura mis en œuvre, tous les niveaux, toutes les compétences qu'il aura mis en œuvre, eh bien, au même niveau que quelqu'un qui aura fait moitié moins d'efforts pour réaliser le chantier. Donc, eh bien, nous, on a vite compris, Bonrol fait partie des fabricants historiques européens de tuyaux. On existe depuis plus de 200 ans, donc on a une expertise ancienne. Quand est arrivé les concurrences exotiques, eh bien, il y avait plusieurs solutions. C'était soit on se confronte à eux sur le prix, et uniquement sur le prix, et à mon avis, on se tire une balle dans le pied, c'est-à-dire que là, on veut jouer sur notre prix, donc on commence à trouver des astuces pour… C'est un tuyau, je vais faire simple, hein, mais ce n'est pas une centrale nucléaire, hein, il n'y a pas 36 leviers pour jouer sur le prix d'un tuyau. Il y a la quantité de matière qu'on va mettre dedans déjà, c'est important. Tout à l'heure, Ramu parlait de choisir des épaisseurs de tôle de 4 mm ou de 5 mm, et on voit bien que l'enjeu n'est pas le même. Et puis, le lieu où on va le fabriquer, et avec quelle matière on va le fabriquer. Et puis, effectivement, les revêtements, les choses comme ça qu'on peut améliorer. Donc ça, c'est le savoir-faire, le savoir-faire français ou européen qui est mis à l'épreuve. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir
communiquer et qui va surtout, moi je pense qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas transiger sur ces valeurs. Dans la fabrication, si on le veut respecter, si on veut faire comprendre à un élu qu'on peut fabriquer encore aujourd'hui en Europe, qu'on peut fabriquer par exemple à partir de matériaux de recyclage, ce qu'on fait nous à 100%, sans jamais aller chercher, il n'y a pas un gramme de fonte qui vient de l'autre bout de la planète chez Von Roll, mais déjà on va défendre un certain nombre de valeurs. Alors pour prendre la parole avec ces élus, ces collectivités, eh bien, on a vite compris qu'on ne pouvait pas uniquement se positionner en fabricant de tuyaux, qu'il allait falloir développer une expertise et un accompagnement des collectivités. C'est ce que l'on fait au travers de la recherche de fuite, puisque on a historiquement, depuis une vingtaine d'années maintenant, on est fabricant d'appareils de détection de fuite. C'est unique sur le marché, parce qu'en fin de compte, il n'y a que Von Roll qui est à la fois fabricant de tuyaux, fabricant d'appareils de détection de fuite. Et puis aujourd'hui, on développe énormément également la prestation de services de recherche de fuite, bien évidemment, mais en particulier en France, l'analyse, par exemple, de vieillissement de conduite pour donner le reste à vivre du réseau, puisque là on est totalement dans la priorisation. Et puis également d'autres diagnostics qu'on a développés, qu'on va développer également sur l'assainissement, etc. Donc c'est cette prise de parole, cet accompagnement des collectivités qui va nous permettre de nous positionner et de parler, de reculer l'échéance du discours du prix qui aura lieu de toute façon. Mais de toute façon, tel que sont organisés les marchés publics, dans le meilleur des cas, c'est le mieux disant, mais souvent c'est le moins disant. Mais le moins de 10 ans en rapport à un cahier des charges. Donc, à nous de culpabiliser personne, d'être pédagogue et d'accompagner les collectivités. C'est toute la démarche d'un industriel, il me semble, aujourd'hui. Il nous reste un quart d'heure et ça va permettre aussi aux participants de poser leurs questions et d'intervenir. À vous écouter, moi j'avais envie de lancer une question dans l'Assemblée que je ne veux pas du tout polémique, mais peut-être aussi pour rebondir. C'est la question de savoir si, est-ce que peut-être aussi à cette dimension que depuis tout à l'heure on parle de la gestion patrimoniale et de la difficulté, ou en tout cas de la complexité de cette gestion patrimoniale aussi, à convaincre les collectivités qu'il faut qu'elles l'amènent dans la durée en finesse. Est-ce que, j'interroge un peu tous les participants sur leur retour d'expérience, mais est-ce que c'est aussi lié au fait que finalement ces réseaux, ils sont souterrains, personne ne les voit, et donc pour le citoyen lambda, le renouvellement d'un réseau d'eau, et donc je prends le point de vue d'un élu, le renouvellement d'un réseau d'eau, c'est des embêtements, pour ne pas dire autre chose, en termes de travaux pour le citoyen, alors même si les travaux ont lieu l'été, etc. Voilà. Donc, ça fait des travaux dans la ville et par contre, c'est difficilement valorisable parce que c'est difficilement visible. Est-ce que vous êtes confrontés chacun à cette question-là qui rend difficile la gestion patrimoniale et qui rend peut-être d'autant plus nécessaire justement d'avoir des outils, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de visualisation, des outils qui permettent de donner des chiffres, de dire notre réseau il a tel âge et sur tels endroits il peut durer encore tant de temps, c'est-à-dire de pouvoir se représenter quelque chose qui n'est pas visible. Je lance cette question dans l'Assemblée, peut-être Alain vous voulez réagir en premier et comme ça permettra d'avoir des réactions des participants en même temps. Oui, ben, il faut, c'est là toute la question, c'est d'arriver à donner ces outils-là. Alors, il y a beaucoup d'inégalités en vérité. Il y a des collectivités qui ont mis en place depuis très longtemps, et notamment grâce à cette expertise française, des outils de mesure, alors soit par le nombre de fuites, soit par des analyses métallographiques, soit par différents moyens. Il faut savoir qu'un réseau qui vieillit, ce n'est pas qu'un problème de fuite. C'est aussi un problème de qualité, de qualité d'eau, d'hydraulique, de stabilité hydraulique avec des tuyaux qui vont se réduire. Enfin, ça pose beaucoup de problèmes. On parle souvent que des fuites, mais c'est beaucoup d'autres problèmes. Donc, les outils existent, mais beaucoup de collectivités n'y ont pas accès parce que, toujours pour des questions budgétaires. Donc, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie modestement d'apporter à notre mesure. On n'est pas là pour
remplacer des bureaux d'études. Mais en tout cas, dans ce qui nous concerne, hein, qui est notamment la détection de fuite, la géolocalisation, pour bien gérer un patrimoine, il est évident qu'il faut connaître où passent les tuyaux. Hein. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, et encore aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des collectivités qui ne savent pas trop, depuis que le dernier Fontainier est parti, il avait la carte dans la tête et il est parti avec. Donc, je caricature un peu, mais je pense que certains comprendront. Donc, voilà, tout ça, ça nous paraît essentiel pour avoir un bon niveau de discussion. Et la seule manière, en vérité, de s'éloigner que du critère prix, même si je ne suis pas en train de dire qu'il faudra que les gens achètent le plus cher du plus cher, c'est de faire de la surqualité, mais de ramener la discussion prix à sa juste valeur, avec une bonne analyse patrimoniale et surtout de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut changer des tuyaux, renouveler des tuyaux pour qu'ils tiennent 15, 20 ans, 30 ans, ou est-ce qu'on veut renouveler durablement parce qu'on a aussi aujourd'hui une conscience de l'héritage que l'on va transmettre. Voilà. C'est très intéressant cette idée d'héritage, et on en parlait dans l'atelier précédent, mais aussi de l'idée de l'identité territoriale ou du marketing territorial. Et je rebondis juste là-dessus et je remets cette question aussi dans le débat, mais du fait que les citoyens, et à peu près chacun d'entre nous, ouvre son robinet et a le sentiment que c'est tout à fait normal que de l'eau de très bonne qualité coule à la bonne pression. Mais peut-être que c'est un élément à valoriser, justement, cette capacité à assurer ce qui nous semble un service public vraiment fondamental, mais absolument pas à discuter. Et j'amène la question d'Hortense, ou plutôt sa remarque, qui dit les communes nous font confiance sur nos besoins et savent qu'on ne renouvelle pas par plaisir. Cependant, il faut arriver à ce que le réseau soit le déclencheur du projet de voirie et non l'inverse. Donc, les communes sont parfois en difficulté pour coordonner les interventions sur le domaine public. Est-ce que c'est confronté à l'un, c'est-à-dire qu'on vient vous voir en vous disant on veut faire une opération sur la voie publique, on fait une opération d'aménagement, par exemple, et finalement le réseau arrive en dernier plutôt qu'en premier? Alors, complètement, hein, c'est vraiment, là on est typiquement dans notre offre d'analyse de vieillissement, parce que vous vous rendez compte qu'en France, alors le chiffre est un peu ancien, il faudrait voir les nouvelles études, mais en 2015, on a estimé que le taux de renouvellement en France était de 0,6%. Alors c'est un chiffre, hein, c'est pas une arme absolue. En même temps, ça donne quand même une idée de la durée de vie, le temps qu'un produit va être posé avant d'être renouvelé. Si on fait un calcul, c'est 170 ans quand même. Alors, il faut faire la différence entre les réseaux de distribution, le transport, etc. Mais ça donne quand même cette idée-là. Même, allez, descendons ça, même 100 ans. Même 100 ans avant qu'un produit soit renouvelé, c'est énorme. Surtout qu'en plus, dans ce 0,6%, et là je réponds à votre question, on s'aperçoit qu'il y a aussi du renouvellement non souhaité. C'est-à-dire que par des projets de voirie, c'est exactement ce que Hortense dit, c'est que, on va refaire la voirie, les élus, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est toujours une contrainte que l'administré a du mal à accepter, une tranchée, etc. Donc, quand on refait la voirie, ça va déjà déranger les résidents, et l'élu ne veut surtout pas que 5 ans après, on refasse une tranchée. Donc, il a plutôt tendance à dire on change tous les tuyaux qui sont sous la voirie, quoi. Et donc, dans les 0,6%, il y a une part non négligeable qui va être celle-là. Donc, c'est catastrophique, parce qu'en fin de compte, si on arrivait à pouvoir justement décider de oui ou non changer ce tuyau, ça serait important. Ben, nous, c'est un peu ce que l'on veut proposer avec l'analyse de vieillissement. Et alors, on a des collectivités qui, aujourd'hui, nous passent de manière régulière ce genre de prestations, c'est-à-dire qu'avant de dire oui, on va changer le tuyau, eh bien, on va regarder dans quel état il est. Alors, on a un certain nombre de méthodes, je ne vais pas décrire ici la méthodologie, mais qui vont permettre de prédire le reste à vivre de la conduite dans la rue considérée. Et ça, c'est un outil de gestion patrimoniale important. Pour peu d'argent, finalement, d'analyse, on va gagner beaucoup. Et ça, c'est ce qui nous intéresse aussi, du coup, en tant qu'industriel, c'est que la collectivité va garder une capacité d'achat pour peut-être, du coup, non pas faire du quantitatif, mais du qualitatif. Moi, je préfère qu'une collectivité, au lieu de changer 10 km d'une conduite qui a été posée il y a 40 ans ou 50 ans, ne change que 2 km qui vont être, parce qu'on va l'analyser, on va trouver des zones de corrosivité importantes, et on va dire là, c'est prioritaire, et la capacité de faire de la qualité
plutôt que de changer les 10 kilomètres, faire du volume, mais en fin de compte, n'aura pas la capacité d'acheter de la qualité. Ça rebondit sur la remarque de Guy dans le chat qui dit la question de la gestion patrimoniale est impérieuse lorsque l'on prend la mesure des pertes dues aux fuites et de la question de la quantité et de la qualité de l'eau, métabolites de pesticides, CVM, etc. Le montant des investissements et des coûts d'exploitation de l'avenir. Peut-être que c'est une question aussi que j'ai envie de vous poser et encore une fois, de poser à tout le monde. Encore une fois, la parole est libre et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise intervention. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos remarques. Est-ce que l'enjeu, pas uniquement, donc on a pas mal parlé de l'enjeu écologique qui, je pense, est désormais quand même bien compris par les collectivités dans la gestion patrimoniale. Donc, voir que les fuites d'eau sont un coût pour tout le monde et d'abord pour l'environnement. Qui est une question qui est beaucoup posée pour le coup par le citoyen avec une forme de méfiance. Voilà. Est-ce que c'est un argument qui de plus en plus entre dans vos discussions de gestion patrimoniale aussi ou pour l'instant la qualité biologique de l'eau, c'est quelque chose, donc sur les pesticides, les perturbateurs endocriniens, etc. Alors c'est un peu différent parce que c'est pas lié à la canalisation, les perturbateurs endocriniens, mais en tout cas, sur ce que les canalisations, enfin si d'ailleurs celles en PVC, elles peuvent transmettre des perturbateurs endocriniens, si je ne me trompe pas. Voilà. Est-ce que cette question de la qualité de l'eau, c'est quelque chose qui est aussi de plus en plus abordé ou pas encore? Oui, alors totalement. Effectivement, moi je suis très optimiste parce que, en fin de compte, c'est des discussions qu'on n'avait pratiquement pas il y a 10-15 ans. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles générations, il y a un niveau qui devient très élevé dans les collectivités, les bureaux d'études, etc. Donc, bien sûr, cette question-là vient. Et là, il n'y a pas de solution autre que renouveler. Alors là, pour le coup, renouveler beaucoup. Mais là, on sait qu'il y a des pays qui ont fait des choix différents. Je pense à la Hollande, par exemple, qui a des taux de renouvellement bien supérieurs à 1 et qui joue là-dessus pour baisser considérablement le traitement de l'eau. Parce qu'en vérité, quand on a un réseau qui vieillit, ben, du coup, on va aussi traiter davantage. Donc, là, il y a aussi les notions de goût, de l'eau, etc., des problèmes que les concitoyens vont tout de suite remarquer. Donc, oui, oui. Et là, on ne pourra pas se dispenser, si vraiment on veut améliorer la qualité des réseaux, on ne pourra pas juste faire quelques petites économies de gestion. Moi, je pense que inexorablement, et j'encourage tous les élus, s'il y en a, à vraiment ne plus utiliser comme argument électoral le prix de l'eau, ou alors en tout cas dans un autre sens, dans le sens justement de la qualité et que ça a un coût de préparer. C'est aussi le rôle d'un politique, c'est d'éduquer, si je puis dire, les mentalités et faire évoluer les cultures pour que les gens comprennent l'enjeu et qu'il va falloir augmenter le prix de l'eau qui est pas du tout aujourd'hui à la hauteur de l'enjeu, à la fois pour la ressource et à la fois pour la qualité. Et les gens ne peuvent pas à la fois se plaindre de la qualité de l'eau, éventuellement du goût qu'elle va avoir, et toujours vouloir payer moins cher. C'est pas possible. Donc là, pour le coup, c'est leur job très difficile des politiques, mais ils ne doivent pas renoncer, ils doivent pas. Moi, je les encourage à avoir du courage politique et aller dans le sens plutôt de petit à petit, au moins stabiliser, voire augmenter, mais en le justifiant. Et je pense que les gens, si on leur explique, ils peuvent comprendre. C'est très intéressant. Du coup, ça me donne une dernière question peut-être d'ouverture et encore une fois à tout le monde, qui est est-ce que finalement la thématique des réseaux et de l'eau, elle ne devrait pas faire l'objet d'une forme d'éducation populaire finalement, est-ce que quand on fait du renouvellement des réseaux d'eau, on ne devrait pas, enfin voilà, est-ce que vous, les collectivités avec lesquelles vous travaillez, est-ce qu'elles communiquent sur ces aspects-là ou finalement est-ce qu'elles communiquent plutôt sur les aspects, on a renouvelé tant de linéaires, est-ce que ce qui les intéresse c'est les chiffres, le fait de pouvoir afficher des chiffres très forts et donc d'apparaître comme une collectivité très dynamique qui investit, ou plutôt sur le bien-être, la qualité de vie des concitoyens. Voilà. Qu'est-ce qui est aussi dans la communication? Je trouve que c'est intéressant ce que vous dites, et pareil, c'est pour tous les participants que j'interroge sur cette dimension-là, mais qu'est-ce qui pourrait demain être dans le débat sur le renouvellement?
Alain, je vous laisse la parole et puis je ferai part des commentaires après. Alors, là aussi, il y a autant de, il y a autant de commentaires que d'élus et que de positionnements, mais il y a de plus en plus de collectivités qui communiquent sur la nécessité, effectivement, d'entretenir les réseaux et qui préparent un peu les consommateurs sur le fait que le prix, que l'eau a un prix. Euh, mais il faut savoir que quand même, on n'est pas les pires, hein. Si vous allez au Canada, euh, le simple fait de poser un compteur d'eau, on a quand même, alors ça a été le cas chez nous, hein, mais comme quoi on a réussi à éduquer un peu les mentalités, mais le simple fait de poser un compteur d'eau chez un particulier est considéré comme un abus de pouvoir. C'est-à-dire que l'eau, pour un Canadien, et je ne les critique pas, je pense qu'eux aussi, et puis il y a de gros efforts aujourd'hui qui sont faits pour les faire évoluer vers l'économie de la ressource, et que cette ressource aussi, elle n'est pas un bien personnel. On s'aperçoit que il va falloir se partager cette ressource, ne serait-ce qu'au niveau européen. Chaque pays n'a pas la même ressource et que tôt ou tard, on va faire appel. Certains pays vont faire appel aux voisins. Donc, cette sensibilité doit être, on doit dépasser les frontières. Mais oui, les collectivités de plus en plus vont dans ce sens. Mais malheureusement, il y a encore, moi j'ai encore lu il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui ça se passe beaucoup sur LinkedIn, hein, c'est un forum très intéressant pour ça, eh bien, des collectivités qui se vantaient soit d'avoir baissé le prix de l'eau, soit de ne pas l'avoir augmenté. Alors, je peux comprendre l'enjeu, je peux comprendre qu'on veut, au travers de ça, montrer qu'on fait une bonne gestion, mais je ne suis pas sûr que ce soit, quand je vois que c'est la principale communication, quelquefois, je ne suis pas sûr que ce soit bien et que ça prépare. En fait, on se tire un peu une balle dans le pied, y compris la collectivité. Je pense qu'il faudrait mieux mettre un peu plus sous silence ce genre d'arguments et plutôt préparer à gagner quelques centimes parce que et en plus, ça représente, quand on voit les volumes, il n'y a pas besoin d'augmenter, il ne faut pas doubler le prix de l'eau. Hein. Je vous ai expliqué tout à l'heure, 50 centimes, ce qui serait déjà considérable pour certains, mais malgré tout, ça représente 60 euros par foyer. J'ai conscience que 60 euros pour certains foyers, c'est compliqué. Mais en même temps, voilà, je vous ai comparé ça à une tarte à la crème quoi, et à 3 pâtes. Merci beaucoup, Alain. Et je rebondis juste sur les contributions de Guy et de Olivier dans le chat qui disaient que voilà, parfois on s'aperçoit que de vieilles conduites en fonte posées dans les règles de l'art peuvent encore durer. Donc, c'est pas forcément qu'une question aussi une question de sa qualité. Et Guy rebondissait en disant que voilà, il dit qu'en qualité d'édu, il dit souvent qu'à pas cher, c'est au final toujours trop cher. Donc cette question du coût à court terme ou du coût à moyen et long terme et des externalités positives et négatives qu'il y a dans ces coûts aussi, c'est-à-dire la question de la qualité, c'est des éléments importants à prendre en compte. On s'arrête dans moins d'une minute, il me semble. Donc, on va pouvoir conclure là-dessus. Merci beaucoup, Alain, de cet échange très riche. Donc, dans lequel j'ai retenu plusieurs choses, à savoir d'abord la question du prix de l'eau, et je rebondis là-dessus, mais vous disiez oui, j'ai conscience que ce n'est pas pareil pour tout le monde, mais peut-être que ce sera dans une autre matinale, ou en tout cas peut-être que d'autres pourront en échanger avec vous, mais il y a pas mal de collectivités aujourd'hui qui ont des tarifications sociales de l'eau, donc qui permettent prix varie en fonction des revenus, et donc on puisse augmenter ce tarif, peut-être pas de la même façon pour tout le monde, mais en tout cas que l'eau a un coût, que ce coût il est lié aussi à la valeur de la ressource en elle-même qu'on doit protéger, et si on veut bien la protéger en termes de qualité et de quantité, il faut gérer son patrimoine de façon efficace et efficiente en essayant d'être au plus près vraiment des besoins territoriaux. Et que c'est là-dessus que les collectivités peuvent vraiment réfléchir en lien avec leur histoire, leur territoire et les attentes et les besoins de leurs concitoyens, de leurs administrés, mais aussi en fonction de leur propre réseau, et qu'il n'y a pas une logique juste financière sur la rénovation sur le renouvellement des réseaux, mais plutôt une logique très intégrée, très systémique, qui permet de voir l'ensemble des éléments. Donc c'était très riche justement en parlant de systémie. Donc merci beaucoup, Alain. J'invite les participants qui n'auraient pas
oser prendre la parole, parce que parfois on n'ose pas prendre la parole dans ce genre d'enceinte, même si c'est sur un chat, à contacter Alain si nécessaire, directement en privé. Eh ben, on va être redirigé en salle plénière dans quelques minutes. Dommage, on pourrait encore discuter pendant une bonne demi-heure, je pense. Voire Ah plus. oui, oui, je pense effectivement on pourrait longuement échanger. Oui, oui, c'était passionnant. Et je pense qu'il y a vraiment des enjeux à la fois industriels, mais aussi de politique publique de l'eau que vous avez évoqué, qui était passionnant et qui pourrait faire l'objet d'une deuxième matinale, ou en tout cas d'une deuxième table ronde. Mais j'ai noté et on pourra en reparler. Mais je vous invite, voilà, comme moi je suis un peu prussienne dans ma gestion du temps, et on m'avait dit 11h45, il est 11h50. Donc, soit vous allez être redirigé directement si vous ne voulez rien faire. Sinon, vous pouvez aussi, normalement, en faisant l'onglet quitter la salle de discussion, et vous serez rebasculé directement dans la salle d'attente avant la plénière de clôture. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous. Merci, Alain, encore pour votre participation. Et on se retrouve dans la plénière de clôture d'ici quelques minutes. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.